Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 7 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une deuxième fois l'enregistrement. Et vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Alors, lisez les questions. Les corrigés sont à la fin de la vidéo. L'alimentation est devenue un enjeu de santé. Les Français en sont conscients, même s'il y a eu une marge entre le discours et la pratique. On est foutu, on mange trop gras, trop sucré. L'obésité et ses conséquences, cholestérol, diabète et maladies cardiovasculaires progressent, pas seulement dans les pays riches. Xavier Leverve, médecin nutritionniste et directeur scientifique à l'INRA, observe que pays développés et pays en voie de développement sont frappés. L'obésité a été déclarée épidémie globale, comprenez, épidémie mondiale par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais attention, il y a bien des causes à l'obésité. Xavier Leverve. Épidémie non, au sens épidémiologique du terme. Épidémie oui, au sens de fléau qui s'étend de manière importante. Les derniers chiffres qu'on a vus en France, aux États-Unis, etc. En Inde, montrent en Chine. Oui, en Inde, en Chine, la vague s'étend. En Chine, il y aura bientôt plus d'obèses en Chine qu'aux États-Unis. 1,3 milliard, évidemment. Et pourtant, il n'y a pas des McDo à tous les coins de rue. Pas encore. Bien sûr. Alors, ce qui est juste derrière, c'est de dire oui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'on a une prévalence de l'obésité que nous ne connaissions pas dans tous les pays, sous toutes les latitudes. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est un phénomène vaste. Par contre, la question que vous posiez, est-ce que c'est une maladie de pays riches ou pas? Ça, c'est plus subtil. C'est plus subtil parce qu'évidemment, dans un premier temps, les pays pauvres, franchement pauvres, où il y a des vraies carences nutritionnelles, souffrent pas d'obésité, c'est évident. Autrement dit, quand il y a une vraie limite à l'apport nutritionnel, on ne voit pas d'obésité. Il n'y en avait pas dans les camps de concentration, pour faire simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le niveau de vie augmente, on voit apparaître l'obésité. Vous avez cité la Chine, l'Inde, les pays en voie de développement rapide, tout à fait clair. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on prend les pays très évolués comme on peut penser l'être soi-même, autrement dit le monde anglo-saxon et nous-mêmes, on constate l'inverse. C'est que l'obésité est d'autant plus fréquente qu'on a affaire à des gens à faible revenu. Et là, à l'opposé, plus vous êtes riche, plus vous êtes dans une caste élevée de la société, moins il y a d'obèses. Il y a certains endroits aux États-Unis, qui sont des clubs de riches américains où il n'y a pas d'obèses du tout. Et donc, voyez que la relation entre le niveau de vie, la richesse et l'obésité fait que c'est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que les aliments qui vous donnent la plus grande satisfaction, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, ils sont gras, ils sont sucrés, et ils sont salés. Par contre, si vous avez beaucoup plus de moyens, vous pouvez monter dans les catégories d'aliments qui sont extrêmement savoureux et qui n'ont pas ces caractéristiques-là, mais ça suppose d'avoir un budget en conséquence. Le fait de passer un coup de fil au collègue qui est à 2 tables derrière plutôt que d'aller le voir, ça fait grosso modo une économie de 10 calories par jour. Et à la fin de l'année, ça en fait 500 grammes. Alors, ça c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, un des éléments majeurs une fois qu'on a parlé de l'assiette longuement, c'est notre activité au sens large du terme, notre activité
Et notre activité, c'est plus compliqué que ce qu'on pense et que ce qu'on dépense. Mais vous avez raison, c'est quand même d'abord ce qu'on dépense, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à la vie que pouvaient mener nos grands-parents, pour être simple, l'ascenseur, la voiture, le chauffage central, enfin, toutes sortes de choses ont beaucoup changé nos dépenses énergétiques. Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, surtout, les comportements se sont installés, où on voit très très bien comment on est capable d'éviter. Vous venez de le dire, le collègue d'à côté. Mais cela dit, c'est plus compliqué. Je vais vous donner un exemple. Il y a des travaux qui montrent que si vous regardez par exemple la relation entre le risque de surpoids chez l'enfant et les heures qu'il passe devant la télévision, vous allez considérer, ce qui est vrai, que on a montré une très bonne relation. Autrement dit, le plus longtemps les enfants passent devant la télévision, la plus grande est leur propension à prendre du poids. Ça ne vous étonnera pas. Et surtout s'ils mangent des petites friandises. Pour le moment, je n'ai dit que cela. Pour l'instant, ils ne mangent rien. Pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. J'ai 2 paramètres. Combien d'heures ils passent devant la télévision et quelle est la probabilité d'avoir des enfants obèses? C'est très relié, ça ne vous étonnera pas. Vous savez ce qui est amusant? C'est que ça ne marche pas avec la lecture. Autrement dit, c'est pas simplement le temps passé à être immobile, c'est comment on est immobile. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les enfants qui lisent, c'est pas les mêmes qui regardent la télévision. La lecture est quelque chose d'actif, pas quelque chose de passif. C'est sans doute des enfants qui ont toutes sortes de choses qui les séparent. Autrement dit, je suis en train de vous dire que ce qui compte dans l'histoire, c'est pas tellement le nombre d'heures passées assis sur un fauteuil que la caractéristique psychologique, environnementale de ces individus. Et donc on voit très très bien qu'à travers cet exemple, il y a un certain nombre de sélections qui se font autour du mode de vie, de la façon d'être actif en permanence, au-delà de la calorie qu'on dépense en bougeant. Le rapport à la nourriture évolue. Au Crédoc, en 1988, on a démarré des enquêtes sur l'alimentation des Français et on a observé que l'alimentation et le plaisir allaient de pair pour tout le monde, enfin ou presque. En 2005, plus d'1 Français sur 4 affiche un comportement alimentaire tourné essentiellement vers la santé. La tendance a été confirmée fortement. Elle était née avec les quelques grandes peurs alimentaires, comme celles provoquées par la vache folle ou par la grippe aviaire. Les comportements alimentaires qui sont directement liés à la segmentation culturelle et sociale et aussi, bien sûr, en fonction du sexe. Pascale Ebel, directrice du département consommation au Crédoc. On voit que déjà la préoccupation santé, elle est déjà beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est vraiment le premier facteur. Les femmes font beaucoup plus attention à leur forme. Il y a même les obsédés de la balance. Voilà, les obsédés de la balance, les adeptes de nutrition comme on les a appelés. Donc, c'est avant tout des femmes, alors plutôt aussi jeunes, et ceux qui vont consommer ce qu'on appelle l'aliment santé. C'est-à-dire même des compléments alimentaires ou des produits enrichis. C'est en effet des catégories beaucoup plus CSP+, des catégories aisées, des catégories urbaines, donc beaucoup plus parisiens, parce qu'à la fois, plus les personnes sont diplômées, plus elles ont conscience du fait que l'alimentation passe par la santé, mais aussi le facteur revenu peut jouer sur des produits qui vont coûter plus cher dès qu'ils sont enrichis, par exemple. Mais donc, on vit de plus en plus longtemps. Donc, il y a aussi un certain nombre de personnes âgées qui, on le voit dans les publicités, un certain nombre d'entre elles s'adressent justement aux seniors, comme on dit. Oui, également. oui, tout à fait. Et là, il y a quand même un effet générationnel. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération de seniors, cette génération mai 68. Cette génération où on a ces premières femmes qui ont travaillé, qui ont fait attention à leur ligne, à leur apparence, qui sont les plus préoccupées par leur forme et vont consommer le plus d'aliments santé. Et c'est vrai que maintenant, le marketing s'adresse aux seniors. On n'osait pas trop le faire il y a 10 ans. Répondez aux questions.
L'alimentation est devenue un enjeu de santé. Les Français en sont conscients, même s'il y a eu une marge entre le discours et la pratique. On est foutu, on mange trop gras, trop sucré. L'obésité et ses conséquences, cholestérol, diabète et maladies cardiovasculaires progressent, pas seulement dans les pays riches. Xavier Leverve, médecin nutritionniste et directeur scientifique à l'INRA, observe que pays développés et pays en voie de développement sont frappés. L'obésité a été déclarée épidémie globale, comprenez, épidémie mondiale par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Mais attention, il y a bien des causes à l'obésité. Xavier Leverve. Épidémie non, au sens épidémiologique du terme. Épidémie oui, au sens de fléau qui s'étend de manière importante. Les derniers chiffres qu'on a vus en France, aux États-Unis, etc. En Inde, montrent en Chine. Oui, en Inde, en Chine, la vague s'étend. En Chine, il y aura bientôt plus d'obèses en Chine qu'aux États-Unis. 1,3 milliard, évidemment. Et pourtant, il n'y a pas des McDo à tous les coins de rue. Pas encore. Bien sûr. Alors, ce qui est juste derrière, c'est de dire oui, il y a quelque chose qui s'est passé, qui fait qu'on a une prévalence de l'obésité que nous ne connaissions pas dans tous les pays, sous toutes les latitudes. Donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est un phénomène vaste. Par contre, la question que vous posiez, est-ce que c'est une maladie de pays riches ou pas? Ça, c'est plus subtil. C'est plus subtil parce qu'évidemment, dans un premier temps, les pays pauvres, franchement pauvres, où il y a des vraies carences nutritionnelles, souffrent pas d'obésité, c'est évident. Autrement dit, quand il y a une vraie limite à l'apport nutritionnel, on ne voit pas d'obésité. Il n'y en avait pas dans les camps de concentration, pour faire simple. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le niveau de vie augmente, on voit apparaître l'obésité. Vous avez cité la Chine, l'Inde, les pays en voie de développement rapide, tout à fait clair. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on prend les pays très évolués comme on peut penser l'être soi-même, autrement dit le monde anglo-saxon et nous-mêmes, on constate l'inverse. C'est que l'obésité est d'autant plus fréquente qu'on a affaire à des gens à faible revenu. Et là, à l'opposé, plus vous êtes riche, plus vous êtes dans une caste élevée de la société, moins il y a d'obèses. Il y a certains endroits aux États-Unis, qui sont des clubs de riches américains où il n'y a pas d'obèses du tout. Et donc, voyez que la relation entre le niveau de vie, la richesse et l'obésité fait que c'est plus compliqué. Pourquoi? Eh bien, parce que les aliments qui vous donnent la plus grande satisfaction, si vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser, ils sont gras, ils sont sucrés, et ils sont salés. Par contre, si vous avez beaucoup plus de moyens, vous pouvez monter dans les catégories d'aliments qui sont extrêmement savoureux et qui n'ont pas ces caractéristiques-là, mais ça suppose d'avoir un budget en conséquence. Le fait de passer un coup de fil au collègue qui est à 2 tables derrière plutôt que d'aller le voir, ça fait grosso modo une économie de 10 calories par jour. Et à la fin de l'année, ça en fait 500 grammes. Alors, ça c'est un très bon exemple parce qu'effectivement, un des éléments majeurs une fois qu'on a parlé de l'assiette longuement, c'est notre activité au sens large du terme. Notre activité, c'est plus compliqué que ce qu'on pense et que ce qu'on dépense. Mais vous avez raison, c'est quand même d'abord ce qu'on dépense, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à la vie que pouvaient mener nos grands-parents, pour être simple, l'ascenseur, la voiture, le chauffage central, enfin, toutes sortes de choses ont beaucoup changé nos dépenses énergétiques. Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, surtout, les comportements se sont installés, où on voit très très bien comment on est capable d'éviter, vous venez de le dire, le collègue d'à côté. Mais cela dit, c'est plus compliqué. Je vais vous donner un exemple. Il y a des travaux qui montrent que si vous regardez par exemple la relation entre le risque de surpoids chez l'enfant et les heures qu'il passe devant la télévision, vous allez considérer, ce qui est vrai, que on a montré une très bonne relation. Autrement dit, le plus longtemps les enfants passent devant la télévision, la plus grande est leur propension à prendre du poids. Ça ne vous étonnera pas. Et surtout s'ils mangent des petites friandises. Pour le moment, je n'ai dit que cela. Pour l'instant, ils ne mangent rien. Pour l'instant, ils font ce qu'ils veulent. J'ai 2 paramètres. Combien d'heures ils passent devant la télévision et quelle est la probabilité d'avoir des enfants obèses? C'est très relié, ça ne vous étonnera pas. Vous savez ce qui est amusant? C'est que ça ne marche pas avec la lecture. Autrement dit, c'est pas simplement le temps passé à être immobile, c'est comment on est immobile. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les enfants qui lisent, c'est pas les mêmes qui regardent la télévision. La lecture est quelque chose d'actif, pas quelque chose de passif. C'est sans doute des enfants qui ont toutes sortes de choses qui les séparent. Autrement dit, je suis en train de vous dire que ce qui compte dans l'histoire, c'est pas tellement le nombre d'heures passées assis sur un fauteuil que la caractéristique psychologique, environnementale de ces individus. Et donc on voit très très bien qu'à travers cet exemple, il y a un certain nombre de sélections qui se font autour du mode de vie, de la façon d'être actif en permanence, au-delà de la calorie qu'on dépense en bougeant.
Le rapport à la nourriture évolue. Au Crédoc, en 1988, on a démarré des enquêtes sur l'alimentation des Français et on a observé que l'alimentation et le plaisir allaient de pair pour tout le monde, enfin ou presque. En 2005, plus d'un Français sur 4 affiche un comportement alimentaire tourné essentiellement vers la santé. La tendance a été confirmée fortement. Elle était née avec les quelques grandes peurs alimentaires, comme celles provoquées par la vache folle ou par la grippe aviaire. Les comportements alimentaires qui sont directement liés à la segmentation culturelle et sociale, et aussi, bien sûr, en fonction du sexe. Pascale Ebel, directrice du département consommation au Crédoc. On voit que déjà la préoccupation santé, elle est déjà beaucoup plus forte chez les femmes que chez les hommes. Ça, c'est vraiment le premier facteur. Les femmes font beaucoup plus attention à leur forme. Il y a même les obsédés de la balance. Voilà, les obsédés de la balance, les adeptes de nutrition comme on les a appelés. Donc, c'est avant tout des femmes, alors plutôt aussi jeunes, et ceux qui vont consommer ce qu'on appelle l'aliment santé. C'est-à-dire même des compléments alimentaires ou des produits enrichis. C'est en effet des catégories beaucoup plus CSP+, des catégories aisées, des catégories urbaines, donc beaucoup plus parisiens, parce qu'à la fois, plus les personnes sont diplômées, plus elles ont conscience du fait que l'alimentation passe par la santé. Mais aussi, le facteur revenu peut jouer sur des produits qui vont coûter plus cher dès qu'ils sont enrichis, par exemple. Mais, donc, on vit de plus en plus longtemps. Donc, il y a aussi un certain nombre de personnes âgées qui, on le voit dans les publicités, un certain nombre d'entre elles s'adressent justement aux seniors, comme on dit. Oui, évidemment. oui, tout à fait. Et là, il y a quand même un effet générationnel. C'est-à-dire que c'est cette nouvelle génération de seniors, cette génération mai 68. Cette génération où on a ces premières femmes qui ont travaillé, qui ont fait attention à leur ligne, à leur apparence, qui sont les plus préoccupées par leur forme et vont consommer le plus d'aliments santé. Et c'est vrai que maintenant, le marketing s'adresse aux seniors. On n'osait pas trop le faire il y a 10 ans. Complétez vos réponses.